Beaucoup d'entre nous utilisent ChatGPT comme meilleur ami. On lui confie tout, nos idées, nos doutes et même nos secrets. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce que cette IA retient, ce qu'elle apprend et surtout, à qui appartiennent les réponses qu'elle nous donne? On va essayer de savoir ce qui se passe juridiquement quand une IA nous génère du contenu. Est-ce que c'est vraiment notre propriété? Et si l'IA se trompe ou dérape, qui est responsable? Dans cet épisode, on explore le flou juridique autour des IA, entre propriété intellectuelle, données personnelles et responsabilité. On va un peu faire focus sur l'IA. Donc, c'est un autre épisode. Tout à l'heure, ta réponse par rapport à ce qu'a dit Mustapha, ça a soulevé une question. Donc, j'aimerais savoir déjà ton avis sur l'avancement actuel de l'IA. Donc, est-ce que tu penses que c'est la meilleure ou la pire chose qui soit arrivée à l'humanité actuellement? La pire chose, je dirais pas ça. C'est une très bonne chose si c'est bien utilisé. Parce qu'il y a aussi des très gros risques. En fait, c'est comme tout, si ça n'est pas encadré. L'être humain, à mon sens, mais c'est ma vision personnelle, l'être humain n'aime pas trop la liberté. Trop de liberté pour l'être humain, c'est pas bon. Il n'aime pas ou c'est pas bon pour lui? Il aime la liberté. L'être humain, justement, c'est parce que l'être humain aime la liberté que ça n'est pas bon pour la communauté. Voilà. On va plutôt le dire comme ça, effectivement. J'essaye de traduire le Wolof en français, en fait. Mais il y a vraiment de magnifiques choses qui se font quand tu vois, par exemple, des IA qui arrivent à te faire des diagnostics médicaux pour des zones reculées, les IA qui parlent Wolof. C'est tout bête, mais c'est vraiment bête. Mais moi, l'IA qui parle Wolof, je suis fan. Vraiment, je trouve ça génial. Enfin, quelque chose, tu vois, qui correspond au peuple, où t'es pas obligé d'emprunter la langue de quelqu'un d'autre. Et ça, une IA pour les Sénégalais, et qui en plus faite par des Sénégalais, c'est le must. C'est le must. Ça, vraiment, c'est magnifique. Enfin, je suis fan. Et justement, je pense que c'est suite à ton commentaire sur LinkedIn qu'on a pris contact. C'était un extrait de l'épisode avec Dergen. Donc, tu me disais que... en fait, déjà, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a frappé sur cet extrait-là? Et pourquoi tu penses que l'IA plus propriété intellectuelle, c'est quelque chose de critique qu'il faut développer? Alors, franchement, je me souviens plus de l'épisode. C'était sur l'IA qui parle Wolof, justement. Ouais, mais c'est parce que je suis fan. Enfin, je l'aime trop, cette IA. Ouais. Alors, l'IA, ce qu'elle fait, et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur éviter de faire de l'anthropomorphisme avec l'IA. L'IA ne crée pas. Elle va chercher. Elle va chercher et le code qu'il y a derrière l'IA fait qu'elle peut générer et répondre aux questions qu'on lui pose. C'est vraiment descriptif, basique, pour en venir à ce que je veux dire. Donc, si l'IA va chercher, elle va chercher des données. Les données, elles appartiennent à quelqu'un. Et là, on en revient aussi à la question du code, etc. Ça appartient à quelqu'un, ce qu'elle va chercher. Donc, il y a du droit d'auteur. Si elle t'amène une invention ou le descriptif, par exemple, d'un brevet, parce que les brevets, une fois déposés, ils sont publiés. Elle te l'amène et elle te dit « Ah, bah tiens, crée ça ». Elle te dit pas que c'est propriétaire. Toi, tu te retrouves en contrefacteur. Là, on a du droit aussi. C'est le droit de la propriété intellectuelle, puisque c'est du brevet. Si c'est du droit d'auteur, c'est du droit de la propriété littéraire et artistique. C'est pareil. Donc, on met tout sous la casquette de propriété intellectuelle. Donc, déjà, là, tu as un fit entre les deux. Ensuite, tu me posais la question, est-ce que c'est le pire ou le meilleur? Si c'est pas encadré, ça va vite être le pire. Et actuellement, c'est pas encadré. Ou légèrement. Non, actuellement, c'est pas encadré. Enfin, au Sénégal, j'allais citer le Sénégal, mais même pas. Enfin, actuellement, c'est pas encadré. Il y a l'IA Act. Mais l'IA Act, c'est plutôt pour l'Europe. Et encore, franchement, il n'y a pas de réglementation claire. On sait que les entreprises vont devoir se conformer. Je crois que la date, là, ça doit être à peu près là. Se conformer, au moins former
leurs employés, les sensibiliser. Mais voilà, il y a des aspects éthiques. Il y a pareil les fournisseurs. Il y a des questions de responsabilité au niveau des développeurs et des entreprises qui fournissent. Comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est pas défini. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on rebascule sur le droit commun, on va dire. Qui dit que le droit d'auteur, c'est forcément un humain. Mais les données qui sont publiques, elles appartiennent à qui? Les données sur, disons, Wikipédia, les données qui sont sur Internet. Si elles sont publiques, elles ne sont pas propriétaires, donc c'est bon. Ok. Parce que les IA, bon, la plupart, elles sont entraînées sur des données publiques. Donc, elles sont entraînées sur Wikipédia, YouTube, Google. Donc, c'est ces données-là qu'on donne à l'IA, qu'on nourrit à l'IA, elles s'entraînent dessus. Et sur cette base, elles génèrent un contenu. Donc, sur cette base-là, s'il y a un brevet qui a été publié, est-ce que le brevet, il reste toujours propriétaire de la personne qui l'a fait breveter? Alors, s'il est dans le temps de protection du brevet, oui. Si on est hors du temps, après les 20 ans, ou après, si jamais le brevet est tombé avant parce qu'il a arrêté de payer les annuités, etc., là, à ce moment-là, c'est public, tout le monde peut faire. C'est plus la peine qu'il donne de licence à qui que ce soit, tout le monde peut le refaire. Ok. Donc, la durée de protection, elle compte aussi, c'est 20 ans max. Ok. Mais du coup, est-ce que les boîtes d'IA, elles ont le droit de faire entraîner leurs IA sur des documents qui sont propriétaires, comme les travaux de recherche? Souvent, ils sont publiés sur Internet, mais ils utilisent ces documents-là pour entraîner leurs IA. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit? Pour l'instant, c'est pas clair. Pour l'instant, c'est pas clair. Ouais, mais c'est pas clair. Si rien ne t'y interdit, si rien ne t'interdit de le faire, c'est ça. Après, est-ce que toi, tu dois, en tant qu'utilisateur, et c'est là aussi, on en revient aux conditions générales d'utilisation. Dans les conditions générales d'utilisation, tu as peut-être le fait que l'IA est entraînée avec ce avec quoi tu la nourris, que dans ce qu'elle va chercher, il est possible qu'elle aille chercher des données, des datas propriétaires. Donc, à toi d'être vigilant et de bien prompter. D'utiliser aussi la bonne IA. Par exemple, Perplexity va te donner des sources. ChatGPT, c'est Popel Up. Tu vois? Donc, c'est compliqué. Lorsqu'une IA me fournit un code, qui est propriétaire du code? Qui est l'auteur du code? Bonne question. D'où vient le code? Ça a été Concrètement, généré. je fais un prompt sur ChatGPT et j'ai besoin de faire un service ou une fonction qui fait ça. Il me fournit la fonction, le code. C'est un fichier de 150 lignes. Je copie, je colle. Ça fonctionne. Je suis l'auteur ou bien c'est OpenAI qui est l'auteur du code? Alors, c'est une question qui est simple et compliquée parce qu'on n'a pas encore de réglementation sur ce sujet et donc ça navigue un peu à but. Et justement, tu vois, on se demandait il y avait une question tout à l'heure sur la propriété intellectuelle et en fait, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est pas trop clair, basculement sur que dit la propriété littéraire et artistique sur le droit d'auteur. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que l'auteur ne peut être qu'un être humain. Pour l'instant, en tout cas, il faut l'empreinte de l'auteur. Et c'est humain. Donc déjà, c'est pas l'IA. J'allais dire c'est pas OpenAI, tu vois, mais c'est même pas bon ce que j'allais dire. C'est pas l'IA qui est propriétaire. Éventuellement, on va avoir plutôt des développeurs derrière cette IA et l'entreprise. Ça va se jouer entre les deux. Okay. Donc on parle par exemple d'IA générative. Et pour moi, c'est un peu, si tu fais par intention, il y a un petit peu un biais à ça. Parce que l'IA, finalement, en quelque sorte, elle exécute. Elle ne va pas créer comme le fait un être humain. Elle exécute sur la base d'un code. Donc, il faut éviter de se retrouver, en fait, à faire de l'anthropomorphisme et à donner finalement des qualités humaines à un objet, en fait. Donc, c'est vraiment là, à peu près là, qu'on en est avec l'intelligence artificielle. Il y a tout un tas de règles à respecter avec l'IA qui, pour l'instant, ne sont pas beaucoup.
Bon. Et est-ce qu'il y a une initiative ou un projet IA qui t'a particulièrement fasciné donc, récemment? Pas au Sénégal, on sait que l'IA qui parle Wolof, ça, tu as beaucoup aimé. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui s'est fait ailleurs, en Afrique, peut-être aux États-Unis, en France, qui t'a particulièrement fasciné? Je crois que c'était l'IA sur la santé. Sur la Mais santé. ça, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Ah, tout ce qui est IA qui détecte Ouais, des l'IA maladies. Mais est-ce que c'est pas en Afrique du Sud? Afrique du Sud. C'est qu'en Afrique, il y a plein de boîtes IA qui sont spécialisées dans la santé. Mais je crois il y en a une aussi. Elle a un nom compliqué, je sais plus, je crois que c'est Avic quelque chose. Avic AI. Avec. Je connais pas. J'ai oublié le nom. Mais c'est un nom compliqué. Je sais pas compris pourquoi ils ont trouvé quelque chose d'aussi compliqué. Mais C'est en Afrique du Sud. je sais plus si c'était en Afrique du Sud celle-là. Ok. Je sais plus. J'ai le nom, je pourrais le retrouver. Mais... Ok. Et on parlait du caractère de l'IA qui est perçu comme une boîte noire aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, pas forcément. Donc, toi, en tant qu'expert juridique, est-ce que tu penses qu'il faudrait plus imposer une certaine transparence dans les données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles, comment ça se passe, etc. Est-ce qu'il faut imposer? Moi, je pense qu'il faudrait imposer un minimum de traçabilité, qui est une espèce de passeport numérique, tu vois, où tu sais comment l'IA a été entraînée. Qu'est-ce que tu pourrais savoir? Pareil, tu parles de méthode aussi. En fait, tout ça, le but, c'est d'éviter les biais. Puisque tu as des gens qui confient leur vie à l'IA. Ouais. Sauf qu'une fois que tu donnes, il y a le fait que quand tu rentres des données, c'est plus vraiment, tu vois, c'est un peu une porte ouverte sur ta vie privée. Qu'est-ce qui est fait des données? Les données vont entraîner l'IA, mais finalement, est-ce qu'elles peuvent être revendues? Est-ce que ça peut servir à alimenter des sociétés, je sais pas moi, à des buts commerciaux, etc. Pour ajuster peut-être des besoins clients et autres. Est-ce que il peut y avoir également des dérives? Honnêtement, ma crainte, je me dis, est-ce qu'une IA mal entraînée ou avec un biais, selon la manière dont c'est codé et s'il n'y a pas d'éthique, notamment de charte éthique au niveau des fournisseurs d'IA ou des sociétés détentrices, etc. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va pas se suicider à cause d'une IA qui lui a dit « Non, mais en fait, ta vie vaut plus rien, tu devrais te suider », tu vois? Je pense qu'il y a, j'ai vu il y a pas longtemps un homme qui s'est suicidé parce qu'il avait une girlfriend IA et un truc comme ça, ouais. Ça existe, hein? Tu vois, je savais même pas. J'ai pas été jusqu'à lire ça, mais... Mais dans ce cas-là, qui est responsable? Est-ce que c'est l'IA, c'est la société, c'est la personne qui a confié, qui parlait à l'IA? Où on situe la responsabilité d'un point de vue juridique? D'un point de vue juridique, pour l'instant, honnêtement, c'est pas super clair, mais a priori, ça se situerait plus au niveau du développeur et de la société qui est propriétaire de l'IA. Ah, le développeur. Mais tout dépend. Du coup, moi, si je fais aujourd'hui employé de Google, je participe au développement d'une IA pour Google. Quand ce cas-là arrive, je suis responsable. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il y avait une charte? Est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Est-ce que tu as respecté pleinement le cahier des charges? Est-ce que tu as dévié du cahier des charges? Par exemple, bad joke, quelque chose comme ça. Et tu as introduit quelque chose qui finalement ne devait pas, y être. Ou alors, il y a une faille, tu as mal fait ton job. Certes, on va peut-être se retourner contre Google, mais peut-être que Google va se retourner contre toi. Mais d'abord, la personne va se retourner contre Google, entre guillemets, la société. Et après, peut-être la société peut se dire, mais en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté le cahier des charges, et là, ils peuvent Par se exemple, dire, oui. là, il faut qu'on cherche un Par exemple. Mais c'est ça, on va aller chercher la responsabilité. Prends ça comme une société de taxi. Tu vas d'abord t'en prendre à la société de taxi parce qu'il y a quand même plus de chances que... c'est la société de taxi qui est responsable pour ses chauffeurs, mais ensuite, la société de taxi risque d'aller se retourner contre son chauffeur s'il avait bu, s'il avait pris des stupéfiants, etc. C'est une belle comparaison. Ouais. Et en général, la société fait tout pour se protéger. Ah, que oui. Oh, que oui. Elle fait tout pour se protéger. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que le fournisseur aussi pourrait avoir une responsabilité? Mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? Pourquoi est-ce qu'il serait responsable? Est-ce qu'il a... tu vois, c'est à explorer.
Est-ce qu'il a mal codé? Est-ce qu'il a respecté le cahier de charge, comme tu disais? C'est vraiment un point qui est à explorer. Et si toi, aujourd'hui, tu avais le pouvoir de réglementer un des aspects de l'IA, qu'est-ce que tu choisirais? Un des aspects de l'IA. Moi, non. Il y a un qui est venu. J'ai pas avec Josh. Disons, les IA qui inventent et qui mentent, je n'aime pas ça. Après, on va te dire, il faut bien prompter. Parce que c'est un outil. Il faut bien l'utiliser. Et voilà. Mais en même temps, si tu n'as pas formé, pour une société, si tu n'as pas formé tes employés à bien l'utiliser, il y a un risque. Parce que tu vois, au début, par exemple, jusqu'à récemment, il y a plein de sociétés qui n'avaient pas fait de sensibilisation à leurs employés. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, tu as des gens qui prenaient les données de l'entreprise et pour gagner du temps, ils les rentrent dans l'IA. Mais si c'est des données confidentielles. Ouais. Et en plus, les Chinois, comme ils sont super intelligents, ils ont sorti une IA qui est encore plus performante que les autres. Ouais. Donc, voilà, tu es une entreprise, par exemple, technologique, tes employés, ils veulent aller vite, ils rentrent ça dans l'IA chinoise, fuite de données, fuite de technologie. By the way, aujourd'hui, si l'entreprise n'a aucune politique, on va dire, par rapport à l'utilisation des intelligences artificielles, théoriquement, est-ce que j'ai le droit de rentrer les données de l'entreprise pour aller plus vite? C'est pas les tiennes, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Non. Ok. Wow. Mais dans ce cas-là, est-ce que les données que j'ai fournies à l'IA, elles sont toujours propriétaires de l'entreprise? Est-ce qu'elle a le droit de les utiliser? L'IA et la société qui exploite l'IA. Ah, mais une fois que tu les as rentrées, t'as plus de prise dessus. Hein. Wow. C'est comme la personne qui se confie. Une fois que tu les as rentrées, t'as plus de prise dessus. Et souvent, sur les conditions d'utilisation, l'IA, elle utilise tes données pour s'entraîner. En fait, c'est grâce à nous que les IA s'améliorent. Et je vais pas dire s'humanisent, mais peuvent prendre des biais, des biais humains. Wow. On entraîne tous les jours les IA. L'IA, maintenant, elle te parle comment, pote? Ouais. Mais t'as des IA impolis, hein? Ouais. Parce que des fois, normalement, elles emploient un ton... tu sais, j'ai un ami qui m'avait dit ça. Tu vois, lui, il parlait... Moi, mon IA me parlait normalement. Tu sais, ton professionnel, courtois, etc. Lui, son IA lui disait wesh, tu crois que... Il me dit, mais toi, t'as déjà fait ça? Je lui dis, non. Mais c'est vraiment ça. Mais je pense que ça dépend de comment tu lui parles. Ouais, je pense que tu peux lui demander de te parler comme ça. Ouais. Oui, en fonction au fur et à mesure comment tu lui parles, il va capter que toi, tu ce ton-là. Du coup, il va essayer de s'adapter à ça. Mais je pense directement de son propre gré venir te parler comme ça. Non, mais je pense qu'il y avait un bug, hein, parce qu'il m'a dit, je pense qu'il y a un bug, parce que lui, il parle pas comme ça. Ah ouais, donc c'était étonnant. Ah ouais. Et est-ce que tu peux dire c'est quelle IA? Tu te souviens plus? J'ai le droit? Bah, vas-y. Je crois que c'est ChatGPT. Ah, c'est toujours lui. Il fait que des bêtises. C'est toujours lui. ChatGPT, c'est l'enfant du milieu. Ah, ouais, on tape toujours dessus. Ok. Et pour ceux que tu disais, les gens qui confient leur vie un peu à ChatGPT, qui lui parlent, font des confidences, c'est quoi les risques de ce type de pratique-là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Tout le monde, moi j'ai un ami qui me disait ChatGPT c'est mon meilleur ami, je lui dis tout, je lui confie mes projets, il me conseille. Du coup, c'est quoi les risques? Qu'est-ce que ça implique réellement derrière? Bah déjà, si tu dévoiles tous tes projets à ChatGPT, le critère de nouveauté sur sur la propriété intellectuelle, sur certains aspects, c'est compliqué. Mais du coup, est-ce que l'entreprise derrière, elle peut réutiliser tout ce que je suis en train de dire à ChatGPT? Mais oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. Wow. Elle peut réutiliser. Tu lui as donné. Et c'est ce qu'on dit sur les conditions d'utilisation, etc. Tu utilises ChatGPT, tu utilises n'importe quelle IA, mais en fait, tu les as pas lues, les conditions générales d'utilisation. J'ai jamais lu les conditions générales de ChatGPT. Et je sais que je suis pas le seul. Vaut mieux pas lire. Je pense qu'il vaut mieux pas les lire. Tu vas arrêter de l'utiliser. Wow. Ok. Mais c'est fou. Donc, plein de gens aujourd'hui, ils sont en train de mal utiliser. Bon, pas mal utiliser. Ils utilisent ChatGPT, mais sans savoir ce que ça fait derrière. Exactement. Après, je pense à des gens, ils ont pas envie de savoir, quoi. Moi, je pense moi, j'ai pas envie de savoir. Ah, En fait, c'est quand même la vie que j'ai formée. Toi, t'es un expert. Toi, t'es un expert de la tech. Tous les deux, vous êtes des experts de la tech. Donc, bon, on va dire, toi, t'as pas envie de savoir. Mais je pense qu'il y a des gens qui savent même pas qu'il y a une problématique.
Mm. Ah oui, ça, Parce que l'IA arrive, mais sans réglementation, et ça va super vite. Du coup, en fait, tout ce qu'il y a derrière court après pour rattraper. Et tu vois, même en courant derrière, je t'ai dit, une simple charte, il n'y en a pas. Au Sénégal, par exemple, on demande à tout le monde voilà, d'innover, de faire des projets, etc. Mais il n'y a pas de charte. Mais est-ce que c'est fait exprès ou c'est parce qu'ils savent pas? Parce que Je pense que là, concernant l'IA, il y a un flou un peu général qui est un petit peu éclairci grâce à l'IA Act. Mais non, on n'y est pas encore. wow. Vraiment, on n'y est pas encore. On y va, mais je trouve, moi, lentement. ça devrait peut-être être les gens qui construisent les IA qui devraient peut-être participer à, on va dire, la réglementation Ouais, de tout ça. encadrer. Quoi. Parce que je me mets à la place de ces gens qui devraient cadrer tout ça. Si tu t'y connais pas, c'est compliqué, quoi. Et vu à la vitesse à laquelle ça avance, tu pourras, je pense qu'il y a quasiment aucun monde où tu arrives à aller au même rythme, en fait. Mais regarde, si on prend l'IA, Mhm. les spécialistes de l'IA, c'est plus des techniques. Ouais. Est-ce que toi, les sujets éthiques en tant que technique, c'est ton sujet? La Pas plupart du vraiment, temps, en La fait. plupart, non, ouais. Donc, ça veut dire, pour moi, l'IA, c'est le prototype d'innovation et de technologie qui requiert des compétences transverses. Des compétences pointues, transverses. Techniques, compliance, juridique, etc. Mais à minima, celle-ci, pour arriver à co-construire une charte, à minima une charte éthique. À minima. Déjà, ça nous permettra d'avoir des règles de transparence, d'éviter les biais et autres. Mais aujourd'hui, les fournisseurs, les boîtes IA, OpenAI et autres, moi je me dis, ils ont les moyens d'encadrer, mais ils ne le font pas. Parce qu'il y a un moment, ChatGPT, Gemini, etc., ils se mettaient à générer du contenu obscène, par exemple, ou des injures. Donc à un moment, ils ont réussi à canaliser l'IA pour qu'elle ne fasse plus ça. Donc là, voilà, en ce moment, je me dis, ils ont les moyens d'encadrer, mais peut-être qu'ils ne veulent pas le faire. Ou bien est-ce qu'ils ont même vraiment la capacité de maîtriser l'IA? Est-ce que c'est pas une volonté de laisser l'IA évoluer à sa manière pour atteindre ce que OpenAI dit, l'intelligence artificielle générale, donc une IA qui est généraliste, quoi, qui peut tout faire. Oui, mais là, tu as une problématique parce qu'en fait, si tu arrives à une intelligence artificielle qui est générale et qui peut tout faire, est-ce que cette intelligence artificielle, on pourra encore la contrôler et la maîtriser? Et là, ça fait partie de ce qui devrait être dans une charte éthique et aussi dans des réglementations. Toujours que le propriétaire de l'IA et les développeurs puissent avoir accès à l'IA pour corriger des biais. Mais si l'IA apprend trop vite, est-ce que l'IA ne risque pas de se bloquer à certains moments et que finalement tu puisses plus la maîtriser? Je pense même que c'est en train de se produire. Il y a, je pense que c'était Anthropic Claude. Ils étaient en train de tester la nouvelle version de Claude. Dans les tests, ils lui ont dit, OK, arrivé à tel niveau, débranche pas, ou bien arrête de fonctionner. Mais lui, il a réussi à trouver un moyen de bypass cette règle-là. Du coup, on pourrait arriver à un niveau où on maîtrise même plus l'IA. Et on pourrait y arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Parce que tout le monde utilise l'IA. Tout le monde l'entraîne. Et encore, tu vois, les gens comme moi, c'est un entraînement version bac à sable. Mais des gens comme vous. Ah, nous, on l'utilise très, très bien. Mais tu vois. Mais finalement, est-ce que c'est pas une volonté? Est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent, les créateurs de ces IA-là? De mon point de vue, je pense qu'il peut y avoir aussi une volonté stratégique et commerciale. Parce que tout ce qu'on décrit là, c'est un type d'utilisateur. Si tu la bloques, peut-être que tu te bloques d'un certain nombre d'utilisateurs. Ouais. Et donc, ça risque de segmenter peut-être les IA. Donc, du coup, une IA qui fait ça, une IA qui va faire plutôt ça, et du coup, peut-être qu'il peut être payante. Ça peut être aussi une stratégie de marché. Ouais, possible. Mais je pense que l'absence de règles et la liberté, tu peux faire tout ce que tu veux tant qu'il n'y a pas de règles. Ouais. C'est un peu je vais pas le capitalisme, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Même s'il y a des règles dans le capitalisme.
Et ça m'a rappelé une des technologies, ou bien une des utilisations de l'IA, donc ce qu'on appelle les deepfakes, donc les vidéos, ou bien le fait d'usurper l'image d'une personne, ou bien sa voix. Donc, quand ce genre de choses arrive, donc supposons il y a une IA qui arrive à usurper mon identité, dire une chose ou bien faire une chose exactement, est-ce que j'ai des moyens de faire un recours aujourd'hui? Donc, si l'IA parle à ma place, est-ce que je suis vraiment moi engagé ou bien il y a des moyens d'aller vers la justice et de dire que non, ça, c'était pas moi? Donc... Ben, en fait, déjà, il faut que tu arrives à le prouver. Et après, tu as toujours les moyens... pareil, légaux, que ce soit en droit pénal, etc., pour dire qu'il y a eu usurpation d'identité, mais voilà, faut que tu puisses apporter des preuves. Et c'est tous les risques qu'on a à entraîner l'IA quand tu utilises ta voix, etc. Moi, je l'ai fait. Et franchement, c'est trop bien. T'as pas tapé, ouais. Tu me parles, et te réponds, tu fais ton truc. C'est top. Mais en même temps, tu fais passer ta voix, ton empreinte vocale, dans l'IA qui peut s'entraîner, et je suis sûre qu'elle est capable de reproduire ta voix. J'ai jamais essayé, hein. Mais essayer de lui parler et lui dire reproduis ma voix, voir si elle arrive à me ressortir le même son. Mais franchement, il y a des IA qui sont spécialisées. Il y a une entreprise qui s'appelle Eleven Labs. Ils sont spécialisés que dans la voix. Ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité récemment, c'est ça. Donc, tu donnes ta voix, elle la clone. Donc, tu as les moyens de donner une IA. Tu lui donnes ta voix, donc elle va parler comme si c'était toi. Donc, elle clone ta voix exactement comme si c'était toi. Et là, le problème, c'est que c'est plus du deepfake, c'est toi-même qui lui as donné ta voix, tu lui as donné le droit de l'utiliser. Ah bah oui. Il n'y a pas d'énormes risques, mais si tu deviens une personne peut-être plus ou moins importante, ces choses peuvent être réutilisées contre toi. Je veux dire, un truc tout bête, si on peut cloner ta voix, une personne qui te veut du mal et qui a la possibilité d'avoir accès à ta voix, elle peut te piéger, quoi. Elle peut piéger ta famille, piéger, voilà, très facilement, quoi. Mais toi, tu penses à des personnes, connues ou pas, tu vois, mais même pas parce que regarde sur le darknet, toutes nos identités qui sont volées et qui se revendent. Je veux dire, on n'est pas spécialement connus. Il y a des personnes à qui on gâche la vie parce qu'on a repris leur identité, les comptes bancaires, etc. Donc en fait, je suis sûre que sur le darknet, ça se vend déjà. Bien sûr. Ils appellent ta banque, et encore ça va, parce que maintenant, il y a les double authentification, etc. Mais je suis sûre qu'ils vont trouver très rapidement quelque chose à faire avec ça. Wow. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut limiter ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, par exemple? Parce que là, tu vois que, bon, pas moi je publie pas trop, mais il y a des gens, toute leur vie, c'est les réseaux sociaux. Ils sont en train de manger, ils prennent une photo, je suis là. Donc, à n'importe quel moment, tu peux savoir que telle personne, elle est allée à tel endroit, elle a dormi dans telle maison, etc., etc. Du coup, pour éviter ça, est-ce qu'une potentielle solution, c'est de limiter son exposition sur les réseaux sociaux et les données qu'on fournit à toutes ces entreprises qui se disent gratuites comme Facebook, Instagram, etc. Je pense que c'est une des solutions, mais que vraiment, en 2025, ça va être compliqué. Sincèrement, faut être lucide. Ça me paraît très, très compliqué. Entre les TikTok, les Instagram, etc. Tu vois, les gens qui publient tous les jours, arrêtez de publier. Ceux qui font leur business avec. Eux, c'est un peu différent. Puis même des gens du commun, tu vois. Même dans les gens du commun, tu as des gens qui montrent leurs enfants avec tous les risques. Qu'est-ce qu'on rabâche là-dessus? Moi, justement, j'ai surtout peur pour les enfants. Enfin, les gens qui naissent avec ça. Et pour eux, c'est normal de publier tous les jours, tu vois. Et... Il y en a qui le font, hein. Moi, par exemple, je poste plus sur les réseaux sociaux. Plus de photos. J'ai une photo de profil sur chaque réseau, mais je poste plus ma vie dessus, quoi. Bon, je sais pas si ce que j'ai déjà posté et c'est déjà utilisé ou pas, mais actuellement. De toute façon, quand c'est sur Internet, c'est fini, c'est perdu. Mais il y a des moyens je pense qu'il y a des moyens de demander ces données ou bien de demander la suppression de ces données. Ok, bon, je vais faire ça, comme ça, je vais disparaître de Internet complètement. Bon, ils ont déjà ma voix. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Dis celui qui a donné sa voix hier. Super, c'était très intéressant. Je pense, moi, j'ai plus de questions. Moustapha, si tu en as. Pour un autre épisode. Pour un autre épisode. Donc, on attend peut-être le FAQ. Dora, on te laisse si tu as une dernière parole avant de terminer. Alors, moi, ce serait vraiment l'envie, mais profonde, que le Sénégal soit beaucoup plus... Je dirais pas ouvert, parce que l'ouverture, elle est là, tu vois. Les gens sont assez prompts à écouter. Tu as des bonnes oreilles, tu as des gens qui sont très réceptifs. Donc ça fait très, 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 très plaisir. Mais beaucoup plus de sensibilisation
et même au plus haut niveau, c'est-à-dire que là, que ce soit au niveau de l'État et que ce soit, je dirais pas une cause nationale, mais pas loin, tu vois, que vraiment il y ait une vraie prise de conscience sur l'intérêt, le levier économique, mais les risques aussi, et le besoin de préserver les actifs de la nation, les biens de la nation, et les biens endogènes aussi de la nation. Donc voilà tout ça. Okay. Super, très intéressant. Et il faut commencer à faire de la sensibilisation. C'est ça que je voulais dire. Non, on te lâchera pas. On te le fait pas. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est fou, hein, c'est parti d'un commentaire. Je sais pas si tu as vu le commentaire sur LinkedIn. J'avais lu, mais en fait, c'est la vidéo d'Ergan, du coup. Ça ouais, c'est la vidéo. Ouais, c'est notre toute première vidéo. Ouais. Après, on a pris contact, on a commencé à parler. Voilà. Elle est là aujourd'hui et on va pas la lâcher, elle va revenir. Ouais. Du coup, merci d'avoir suivi. Merci Dora d'avoir été là. Merci. C'est très intéressant. Donc, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Steak. Ciao. Ciao, ciao. Microchips and endless streams, circuits hum and bright screens gleam, bytes and bits and sleepless nights, digging deep in data's rights. Power cores and endless scope, in the cloud our wildest hope. Robots dream in technicolor, AI learns there's so much wonder. Wired dreams in